Bienvenue dans The Big Shift, Shane. Merci beaucoup, Xavier. Très plaisir de t'avoir sur le podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un modèle de société un peu différent. Société avec un petit S, société avec un grand S, on va mélanger les deux. Aujourd'hui, on nous parle énormément des GAFA, on nous parle de l'IA, on nous parle des énormes sociétés, d'un modèle capitalistique. Quand je parle sur les réseaux sociaux du fait de redistribuer de la valeur, de transformer notre paysage économique, je me fais régulièrement traiter de communiste, de soviétique. Donc j'aimerais qu'on essaye de trouver autre chose qui soit un peu plus inspirant sur ces sujets-là, qui nous permettent de remettre sur le tapis d'autres modèles de société qui peuvent exister et qui ne sont pas communistes, mais qui permettent peut-être de mieux répartir la valeur d'une société, la valeur économique d'une société, mais d'autres valeurs aussi, on va en parler. Et aujourd'hui, j'accueille Shaheen Faïk, donc les secrétaires générales des Licornes. Licorne, c'est une alliance de coopératives. Une licorne, pour ceux qui ne savent pas, dans le jargon de la Startup Nation, c'est une entreprise qui a levé tellement d'argent, elle n'est pas forcément rentable, mais en tout cas, sa valorisation, c'est plus de $1 milliard sur les marchés. Et une licorne, qu'est-ce que c'est du coup ? C'est un ensemble de sociétés coopératives qui sont plus ou moins alliées, je dirais, qui se sont mis ensemble pour mettre en avant un système de société qui est un peu différent. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Dit licorne en France, donc des coopératives, il y en a qui font rouler des trains, il y en a qui fournissent de l'électricité 100% renouvelable, il y en a qui fabriquent des téléphones réparables, il y en a qui inventent des économies plus sobres, en tout cas plus démocratiques, plus utiles. Voilà, donc à l'opposé de la course à la croissance, des levées de fonds, parfois pas forcément même des levées de fonds, mais parce qu'on peut en avoir besoin aussi quand on est une coopérative, mais elle parie plus sur la propriété partagée, l'utilité sociale, la résilience locale. Et donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Shaheen, est-ce que tu peux nous présenter ce que sont les licornes ? Je pense qu'on en connaît tous un peu dans le paysage, mais j'aimerais que tu en rappelles quelques-unes peut-être pour qu'on voit un peu de quoi il s'agit. Oui, tout à fait. Alors, vous connaissez peut-être des coopératives comme Biocoop, le réseau de distribution de produits alimentaires bio, un fournisseur et un producteur d'électricité renouvelable comme Enercoop, ou encore une banque comme la Nef. La Nef Coop. C'est pas la Nef Coop, mais ça reste une coop. On n'est pas obligé d'avoir le mot coop dans le nom pour être une coopérative, comme par exemple la plateforme de vente en ligne de produits de seconde main Label Emmaüs. Je pense aussi à la coopérative de distribution de vente, de location longue durée de petite électronique, Common, etc. Ah oui. Je savais pas d'un coup que c'était une coop. Tout à fait. Et c'est pas dans le nom, mais ça n'empêche pas que ce soit dans leur statut et dans leur pratique. Aujourd'hui, il y a 16 coopératives qui font partie des licornes de cette alliance qui réunit des coopératives qui sont toutes engagées sur des enjeux de transition environnementale et sociale. Donc, c'est une toute petite portion des coopératives en France, parce qu'il y en a 22 000 en France. Je crois qu'il y en a 3 millions dans le monde. On parle de quelque chose on ne parle pas d'une petite nouveauté qu'il faudrait tester pour vérifier si ça marche. Je vais spoiler tout de suite. La coopérative, c'est un modèle qui existe de longue date et qui a une très belle pérennité, un très beau taux de pérennité, notamment du point de vue de la statistique française, on peut dire ça déjà. Et tu arrives à savoir s'il y a un regain du coup de la création des coopératives aujourd'hui ? Est-ce que c'est mon effet bulle qui fait que j'ai l'impression qu'on en parle plus, ou est-ce que de fait il y a quand même plus de coopératives qui se lancent ? Alors pas forcément même sur les sujets de transition écologique et sociale comme pour les licornes, mais d'une façon générale. Non, je suis convaincu. Alors, c'est pas qu'une conviction, en fait. Les chiffres montrent qu'il y a une augmentation, effectivement, du nombre de coopératives. Alors moi, je suis encore plus plongé dans la bulle, donc la bulle coopérative, donc je nage dedans. Mais après peut-être quelques décennies qui ont été un peu compliquées pour les coopératives entre les années 80 et 2000, il y a un regain d'intérêt pour ce modèle-là. Des coopératives qui se montent dans différents secteurs et sous différentes formes. Donc on pourra en parler plus tard, des coopératives de travailleurs, des coopératives de consommateurs, des coopératives multi-acteurs, des coopératives d'entrepreneurs, voilà, plein de formes différentes qui viennent, qui sont pas forcément nouvelles, mais qui viennent compléter aussi des formes plus
auxquelles on est plus habitué, notamment les coopératives agricoles qui ne sont pas forcément plus grandes en nombre, mais qui continuent de grossir en général. Enfin, Ok, toi, tu es secrétaire général des licornes. oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre ce poste? Est-ce que c'est un sujet que tu connaissais déjà ou tu t'es embarqué là-dedans comme ça? Moi, j'ai commencé mon parcours par des enjeux agricoles, et dans le monde agricole, la coopérative est très présente. Et de fil en aiguille, je me suis orienté vers des enjeux en lien avec la transition. D'abord, du coup, en agriculture, l'agriculture et l'alimentation biologique. Et de fil en aiguille, je suis arrivé sur les enjeux des coopératives dans de multiples secteurs, et donc à ce poste de secrétaire général de l'Alliance des licornes. Ouais. Qui existe depuis combien de temps? L'Alliance, qui est une forme associative, existe depuis 2021. Elle existe de fait depuis au moins 2020, et dans les têtes de certains coopérateurs qui voulaient justement créer une forme d'union de plusieurs acteurs coopératifs autour des enjeux de transition depuis 2018 et avant. Okay. Et c'est quoi le rôle du secrétaire général là-dedans? Toi, tu fédères les différentes coopératives à l'intérieur de l'écosystème? C'est ça, les fédérer, les animer et trouver ensemble ce qu'on veut, comment on va porter un message commun, comment on va le défendre. Il faut avoir en tête que c'est vraiment des coopératives dans plusieurs secteurs différents, donc c'est pas un objet très simple et très fluide de travailler autour de la mise en lien d'acteurs qui font la même chose. C'est plutôt des acteurs qui justement font des choses différentes. Et mon but, c'est de voir comment elles peuvent travailler ensemble, ces coopératives, ces entreprises, et comment elles peuvent défendre un projet de société avec un petit et avec un grand S, qui soit, le porter auprès du plus grand public, et puis faire en sorte que ces acteurs qui sont pour certains un peu plus matures, d'autres un peu plus jeunes, puissent s'entraider et réaliser en fait les beaux projets qu'elles portent les unes et les autres. Les beaux projets, c'est un peu fumeux comme ça, mais j'entrerai dans le détail avec plaisir. Génial. Fondamentalement, qu'est-ce qui oppose le modèle de la coopérative du modèle de l'entreprise traditionnelle? Et quand je dis traditionnelle, ça veut dire le modèle avec un actionnariat qui a investi dans une entreprise pour en tirer profit, qui est en gros le modèle capitalistique un peu classique, que ce soit une entreprise de taille familiale, que ce soit une entreprise cotée sur les marchés ou quoi que ce soit. Alors, on pourrait résumer ça entre société de personnes et société de capitaux. Ça pourrait être les termes pour distinguer. Les coopératives, c'est des sociétés de personnes avant tout. Dans les sociétés que tu qualifies de traditionnelles, qui en fait ont le même âge que les coopératives. Elles sont pas plus anciennes, mais peut-être un peu plus de visibilité. Ouais, elles ont clairement plus de visibilité. C'est un vrai enjeu dont on va parler. Il y a des personnes et des capitaux dans les coopératives comme dans les sociétés de capitaux. La question centrale, c'est que justement, ce qui est au centre de la coopérative, ce sont les personnes, à travers différentes choses. La gouvernance démocratique. Une personne égale une voix dans les coopératives. Donc ça, c'est quelque chose qui est basique. Ça veut dire que tu peux pas avoir le tampon coopérative si tu valides pas ces éléments, c'est ça? Il y a plusieurs éléments qui sont régis par la loi. Hein. C'est pas des inventions, c'est pas un label, c'est pas juste une annonce. C'est des statuts qui sont régis par la loi. Et pour les avoir, il faut avoir une gouvernance démocratique, d'une part, une gouvernance politique au niveau de l'Assemblée générale, et d'autre part, avoir une gestion des bénéfices. Je le dis tout de suite, les coopératives peuvent faire des bénéfices. Ce ne sont pas des entreprises qui ne sont pas performantes économiquement. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'elles font de leurs bénéfices? Et dans une coopérative, les bénéfices doivent aller en premier lieu au projet, au soutien de l'entreprise, et ne peuvent pas ou très peu être distribués aux sociétaires qu'on va appeler actionnaires dans d'autres formes d'entreprise, sous forme de dividendes. Voilà, on parle de lucrativité limitée.
D'accord. Gouvernance démocratique et lucrativité limitée sont deux des points essentiels des coopératives qui les distinguent d'une société de capitaux où celui qui a le plus d'actions, le plus de parts sociales, a plus de pouvoir que les autres dans la décision en assemblée générale. Et d'autre part, l'entreprise est fondée, voire même construite pour verser des dividendes à ses actionnaires. Juste quand on dit lucrativité limitée, je précise que on peut quand même payer des salaires et qu'on parle juste d'actionnariat et de participation des gens qui ont investi leur argent dans la société. Ouais. Le lucre, c'est le profit qui va à l'argent, quoi. J'ai mis de l'argent j'ai mis de l'argent et je vais tirer des ressources de l'argent que j'ai mis dans l'entreprise. Là, l'entreprise va générer effectivement du chiffre d'affaires. Une coopérative va générer du chiffre d'affaires. Elle va payer des salaires, elle va payer des investissements, elle va payer ses impôts. Donc elle va payer la ressource travail, la ressource... les ressources, les matières premières, actifs, voilà, les machines, etc. Et ce qu'elle ne va pas forcément payer, c'est la ressource capitale, quoi. Elle va le payer sous forme d'emprunt à des banques, ça c'est tout à fait possible. Elle paye des intérêts. Elle peut payer aussi des intérêts à ce qu'on appelle les titres participatifs. C'est une forme de part sociale un peu spécifique, mais qui ne donne pas du pouvoir dans l'entreprise. Et elle peut verser du dividende qu'en très petite quantité, une fois qu'elle a mis de l'argent en réserve et à un taux qui est régi par la loi. C'est la loi qui définit un taux maximum qui est plus faible que ce qu'on va trouver dans les records du CAC 40, par exemple. Là, ce que tu m'expliques, c'est que ça ressemble quand même sacrément à une démocratie. Une personne égale une voix. Et puis, effectivement, il y a tout ce modèle de gestion qui est partagé. Est-ce que tu as l'impression, du coup, que c'est un modèle politique qui est décliné vers des sociétés économiques ? Oui, complètement. Mais c'est vraiment dans le même temps qu'en France et en Europe, juste parlons de l'histoire française, mais après la Révolution française, on a renversé, c'est Jean Jaurès qui disait ça à la fin du 19e siècle, la Révolution française a fait le citoyen roi dans la cité, mais elle l'a laissé serf, esclave dans l'entreprise. Bon, c'est une image, mais effectivement, l'Europe a été inspirée par l'idée démocratique au cours du 19e siècle, et ça a inspiré aussi légitimement des ouvriers, des commerçants, des artisans, et qui ont eu envie de décliner ce modèle dans l'outil économique qu'est l'entreprise, en même temps que se développer des grandes manufactures avec des actionnaires qui, pour le coup, créer le salariat, les débuts du salariat et voir des monopoles commerciaux, etc., de différentes natures. Il y a eu des travailleurs et des consommateurs qui ont développer le modèle coopératif. Donc vraiment, c'est complètement ça, c'est l'extension logique du modèle démocratique à la sphère économique, ce qui, ma foi, pour moi aujourd'hui, qui vit comme démocrate dans notre société, où la démocratie est c'est le bien, c'est mieux, on est fier d'être des démocraties. Ça me semble logique qu'on défende le modèle démocratique dans l'entreprise, dans l'économie. Et ça me semble improbable que ça ne soit pas une évidence. Il y a un manque criant, à mon sens. Et c'est quoi, à ton avis, l'idée ? Alors, je comprends, tu vois, il y a presque deux mondes parallèles qui se sont développés pendant 150 ans, depuis du coup, post-révolution française, disons révolution industrielle, peut-être début du 19e. Il y a vraiment ces deux modèles qui se sont développés en parallèle. Qu'est-ce qui fait qu'il y en ait un qui ait pris beaucoup plus le pas sur l'autre, alors que finalement, si on parle de ressources de personnes, je sais pas, les classes ouvrières, les classes travailleuses, entre guillemets, sont bien plus nombreuses, donc ont beaucoup plus cette faculté de créer des modèles démocratiques. C'est une très très bonne question. Alors, ils ne sont pas développés en parallèle parce qu'il faut quand même noter que ces modèles coexistent, travaillent ensemble. Les coopératives sont des clientes. C'est pas des mondes qui sont étanches l'un à l'autre. C'est pas des mondes étanches. Les coopératives, elles sont dans l'économie et dans les marchés concurrentiels, l'économie marchande et les marchés concurrentiels. Donc elles fréquentent
travaillent avec, en concurrence, en chaîne. Télécoop, la coopérative mobile des licornes, est sur le réseau Orange, par exemple. Tout à fait, absolument, sur les infrastructures Orange. Ouais. Donc, en dehors du fait que ça ne soit pas créé de façon... que ce n'est pas vécu tout à fait en parallèle, effectivement, qu'est-ce qui fait que le modèle coopératif, aujourd'hui, est moins visible que le modèle capitaliste, de la société capitaliste. Il y a plein de moments qui peuvent participer à expliquer ça. Il faut se dire qu'aujourd'hui, le modèle coopératif, il est très présent dans notre économie. Qu'il y a eu des moments où il a été structurant, et il est encore structurant dans certains secteurs. Je parlais du secteur agricole aujourd'hui, qui est très largement structuré par des coopératives de différentes formes, différentes échelles aussi. Le secteur bancaire est très structuré par le modèle coopératif. Il y a clairement des enjeux financiers, la coopérative, parce qu'elle vient pas récompenser en premier lieu l'actionnaire. Elle est désavantagée sur les marchés financiers. Elle n'est pas désavantagée sur les marchés économiques, les marchés commerciaux, dans son activité en tant que telle. Mais pour faire croître un type d'entreprise, il faut aussi des capitaux d'investissement. Ça a pu jouer aussi sur le développement de certaines grosses entreprises. Et puis, il y a un travail culturel qui pose problème, en fait. C'est que la bataille culturelle pour le modèle coopératif, elle semble ne pas avoir été tout à fait menée. Alors même qu'il y a eu, pendant la Première Guerre mondiale, la plupart des personnes envoyées au front ont fait leurs courses dans des coopératives de consommateurs. Le ministre de l'Armement à cette époque... tu veux dire dans les tranchées, en fait là, à l'arrière des tranchées, effectivement. Quand ils passaient un tout petit peu derrière le front, il y avait des coop de consommateurs dont ils étaient eux-mêmes les sociétaires. Le ministre de l'Armement à cette époque est un leader du mouvement coopératif. Le modèle coopératif permet en 1947 le développement de la modernisation de l'agriculture. Les coopératives de consommateurs, jusque dans les années 80, sont un des modèles principaux de distribution alimentaire en dehors des toutes petites épiceries. Ouais. Donc, il y a plein de choses qui font que les coopératives sont là, elles ont été là, mais on a eu peut-être les décennies Bernard Tapie, le self-made man, un récit un peu plus libéral, un récit justement anti-collectif, qui mélangeait tous les collectifs, toutes formes de collectifs. Et je pense que là-dessus, les coopératives ont peut-être pas su, et le mouvement coopératif a peut-être pas su affirmer la beauté et la puissance et l'utilité collective du modèle coopératif comme forme d'entreprise privée marchande, utile et multiperformante, dirais-je. Voilà. Donc je pense que le fond du fond, c'est la bataille culturelle, c'est pas l'efficacité. C'est peut-être l'accès au marché financier pour des très gros développements, mais c'est une volonté politique et une culture commune de la coopérative. C'est hyper intéressant ce sujet de la bataille culturelle. J'aimerais bien qu'on y revienne après, aussi bien au financement. Avant ça, tu disais tout à l'heure, le modèle bancaire est un modèle qui est grandement coopératif. Alors on voit Crédit Agricole, Crédit Coopératif, notamment en France, qui sont des très grosses banques, surtout Crédit Agricole. Qu'est-ce qui sépare ça d'une coopérative telle que tu l'as définie en entrée? J'ai du mal à imaginer Crédit Agricole étant une coopérative avec un sociétaire égale une voix, avec redistribution des résultats qui soient très limités. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas du tout cette image du Crédit Agricole comme étant un crédit coopératif? Enfin, oui, c'est ça, une entreprise coopérative. Ça l'est, on pourrait citer le Crédit Mutuel également, la Caisse d'épargne. Enfin, vraiment, il faut se rendre compte que la plupart de nos banques de détaillants sont des banques coopératives. Que ce soit le Crédit Agricole ou le Crédit Mutuel, ce sont des très grosses structures qui ont beaucoup grandi. Et c'est la preuve quelque part de la performance quelque part commerciale et économique de ces acteurs. C'est sûr que la démocratie, quand on est des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire parfois des millions de sociétaires, ça demande de l'énergie, ça demande de la volonté pour être animé. On lisait 12 millions de sociétaires Crédit Agricole juste avant l'épisode. Ouais, par exemple. Ça demande beaucoup d'énergie pour être animé. Quasiment, oui. Ouais. Alors, il faudrait voir si c'est 12 millions uniquement en France ou dans le monde. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, ça demande beaucoup la démocratie, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qui demande de l'investissement.
de l'investissement en temps, de la volonté des organisations, mettre en place des dispositifs pour faire participer les gens à des assemblées générales, leur poser des questions qui ont du sens. Donc c'est pas une question facile, on le sait très bien dans la vie politique institutionnelle. C'est pas simple, ça se limite pas à quelques élections. Et peut-être que des grosses coopératives, je vais le dire peut-être parce que je suis pas forcément dans leur construction, peut-être que quelques grosses coopératives ont délaissé cette dimension coopérative, cette dimension démocratique, et un investissement parfois assez léger, assez superficiel des sociétaires au moment de l'Assemblée générale uniquement. Ceci dit, y compris au Crédit Agricole, il y a des dispositifs d'implication des sociétaires. Le monde agricole en général est assez bien représenté dedans, mais derrière ça ne dit pas, on sait que le Crédit Agricole est une des banques les plus polluantes en termes d'investissement en France. Ça ne dit pas effectivement toute la vertu, tout l'alignement avec les valeurs morales de tes auditeurs, des auditeurs auditrices. Donc ça, ensuite, soit, il y a une première étape, c'est de réussir à bien embarquer les sociétaires dans la vie politique de l'entreprise, dans les prises de décision. Ouais. Ça ne veut pas forcément leur dire... ça veut dire à une assemblée générale extraordinaire, leur poser des vraies questions plutôt que est-ce que vous voulez qu'on enlève les touillettes dans le café dans toutes les agences de Crédit Agricole de France, quoi. Exactement. C'est des vraies questions. Pas uniquement les quelques questions légales qu'oblige la loi pour toutes les sociétés par ailleurs, coopératives ou non, mais des questions sur le sens de ce qu'on va faire, ce que s'interdit et ce que s'oblige à faire l'entreprise. Je vais prendre l'exemple de la Nef, qui est une coopérative bancaire, qui s'oblige à rendre transparente tous ses investissements, tous les prêts qu'elle fait à des entreprises. Qui a fait voter, je crois, l'an passé, le fait une règle de répartition des bénéfices qui vont d'abord au développement de l'activité, y compris à la répartition de la valeur avec les salariés, au soutien des projets, et seulement en dernier lieu à de la rémunération des sociétaires et des épargnants. La question, c'était même, pour être sociétaire et avoir répondu à cette question, c'était est-ce qu'on a les moyens de pouvoir mieux rétribuer l'apport financier de nos sociétaires ? Est-ce que vous voulez qu'on augmente votre rémunération ? Ce à quoi 90% des répondants ont dit non, réinvestissez-le dans des projets. Ouais. En gros. Ça, c'est la beauté quand même d'un projet politique animé avec une certaine volonté, quoi. C'est, il y a de la démocratie, mais deux, il y a un projet, ce dont on discute dans l'Assemblée Générale, c'est un projet politique qui donc c'est ça qui sépare le Crédit Agricole d'une coopérative qui intégrerait les licornes, quoi. Oui, ce qui sépare clairement le Crédit Agricole on serait ravis que le Crédit Agricole rejoigne les licornes, mais du coup, ça veut dire qu'on est d'accord qu'au Crédit Agricole, le capital n'est pas forcément il n'est pas. On peut pas gagner de l'argent en investissant au Crédit Agricole. On peut dans les parts du Crédit Agricole. Dans les parts sociales du Crédit Agricole de la coopérative, elles peuvent être rémunérées de façon très limitée. Okay. Malheureusement, le Crédit Agricole fait des choses un peu... contourne un petit peu le principe coopératif en créant une société qui elle-même est cotée en bourse. Bon, ça me semble de nature tout à fait contradictoire avec le projet politique. C'est légal. Elles peuvent créer une filiale qui, elle, est sous d'autres statuts et fait d'autres choses. Mais la question, c'est est-ce que les sociétaires du Crédit Agricole sont alignés avec ça ? Ça, je ne suis pas moi-même sociétaire, donc je n'ai pas de... on m'a pas posé la question et je ne sais pas si la question a été posée à leurs membres. Moi, ça me semble un peu perturbant, mais c'est pas... il y a d'autres coopératives bancaires qui font des choses plus intéressantes. Si on veut parler du Crédit Mutuel avec son dividende social, il y a d'autres façons de faire, d'être des grosses coopératives et d'autres façons de faire. Pour nous, l'enjeu au sein des licornes, c'est d'avoir des acteurs qui sont vraiment engagés très fortement sur les enjeux de transition. Le Crédit Agricole est engagé à financer des énergies fossiles et des projets
des projets polluants. Donc, ça, c'est un no-go pour nous. Si on revient un peu sur la bataille culturelle et sur les enjeux de financement, est-ce que, à ton avis, ce sont les points principaux de la difficulté de démocratiser ce modèle de société? Le financement, je comprends a priori, c'est parce que les gens qui s'intègrent dans des coopératives viennent avec autre chose en tête que la volonté de rendement, qui n'est pas mauvaise en soi, hein, mais du coup pas forcément dans ces projets-là, parce que du coup on y vient plutôt pour s'intégrer, y passer du temps, en retirer quelque chose d'autre. Je pense notamment à Biocop, où quand on s'intègre, on va aller pouvoir faire ses courses peut-être un peu moins chères si on est sociétaire d'un magasin. Est-ce que en fait il y a d'autres challenges au développement de ces entreprises-là? Est-ce que ce sont les deux principaux? Même loin avant la question du financement, c'est vraiment celle de la bataille culturelle, mais à tous les étages. Il faudrait que les jeunes qui ont envie, à qui on parle de la création d'entreprises, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, connaissent le modèle coopératif, et tu y participes, et ça c'est vraiment une contribution hyper intéressante et hyper utile. Que les tribunaux de commerce, quand il s'agit de faire des reprises à la barre après des liquidations, défendent le modèle coopératif comme une solution. C'est arrivé à plusieurs reprises d'ailleurs que des salariés reprennent leur entreprise pour en faire une coopérative après un échec, donc une liquidation judiciaire. Absolument. Ou un redressement judiciaire plutôt. Il y a deux exemples qui ont 10 ans et un exemple plus récent, très, pour le coup, culturellement hyper important pour nous tous. Il y a 10 ans, c'était l'usine de fabrication des thés éléphants du côté de Gémenos, dans le sud-est de la France, qui était abandonné par Unilever parce que les niveaux de rentabilité n'étaient pas suffisants. C'était une entreprise rentable, mais qui dégageait pas assez de marge de bénéfices pour l'actionnariat. Les salariés sont battus pendant 1336 jours, des blocages, des grèves, des occupations, et ont résisté en fait à la délocalisation de l'entreprise. Et ils ont gagné, et ils ont monté l'entreprise Scopti, donc une coopérative de salariés qui fabrique des thés de la marque 1336 et qui sont par ailleurs d'une très grande qualité, avec moins d'additifs, moins d'additifs chimiques, une relocalisation des approvisionnements pour les tisanes, etc. Hyper intéressante. Ça fait 10 ans, 11 ans maintenant, et l'entreprise va très bien. La Belle Aude aussi, un glacier du côté de Carcassonne, si je ne dis pas de bêtises, qui devait fermer il y a 10 ans et qui aujourd'hui va très bien, a été repris par les salariés et continue son développement avec des produits plus naturels, meilleure qualité, relocalisés pour certains appros. Oui. Ça, c'est des exemples. On avait parlé beaucoup de Duralex, les verres. Est-ce que c'est une coopérative aussi ? Exactement. Duralex, il y a un an, a été reprise, devait être mise en liquidation après plusieurs reventes de l'entreprise à des changements d'actionnaires. Elle a été reprise par ses salariés. Et donc, c'est la coopérative. Duralex aujourd'hui est une coopérative. Et c'est hyper important parce que tout le monde connaît les verres Duralex. On a tous lu l'âge dans les verres Duralex. Alors, il paraît que c'est en fait le numéro des moules. C'est pas l'âge de la personne qui boit dans le verre. Ah non, c'est une surprise. J'étais persuadé. Moi aussi. Un peu déçu, mais bon, on fait avec. C'est ça aussi, les coopératives, c'est une confrontation à la réalité, au réel. Enfin, c'est intéressant. Donc oui, on peut tout à fait reprendre les salariés peuvent reprendre leur entreprise, qu'elle aille bien ou qu'elle aille mal. Hein. Ça peut être des patrons, patronnes d'entreprise qui partent à la retraite et qui décident de vendre leur entreprise à leurs salariés ou à d'autres acteurs. Ça peut être des consommateurs, ça peut être différentes formes de sociétaires. Donc, il y a cette question-là, c'est que il faut par contre, quand c'est une situation de mise en liquidation, que le tribunal de commerce ait confiance dans le modèle coopératif. Ils sont censés proposer un projet. De toute façon, normalement, tu ne peux pas juste dire on reprend la boîte. Il faut qu'il y ait un projet viable. Il faut qu'il y ait un projet. Et les projets coopératifs ne sont pas moins viables, ils sont même
encore une fois, statistiquement C'est plus intéressant viable. ça. Du coup, effectivement, une boîte coopérative a plus de chances de succès, je veux dire, en tout De cas de pérennité. ne pas péricliter qu'une entreprise capitalistique. Absolument. Typiquement, le taux à 5 ans est supérieur, mais de 18 points pour une coopérative que pour une autre forme d'entreprise. Il faut s'imaginer que il y a plein de facteurs à ça. Hein. C'est que déjà, les personnes qui s'investissent, c'est un collectif. Ça va être des travailleurs, ça va être des personnes, même des paysans intéressés à avoir un outil économique sur leur territoire pour répondre à leurs besoins, à la pérennité de leur propre ferme. Ça va être, je sais pas moi, des entreprises de transport qui ont intérêt à avoir une entreprise coopérative pour mutualiser. Des pharmacies. Les pharmacies aussi s'approvisionnent avec des circuits coopératifs pour leur logistique. Vraiment dans tous les secteurs. Donc, c'est des acteurs qui, soit des particuliers ou des entreprises, qui ont un intérêt à ce que l'entreprise leur rendre un service plus qu'elle crache du dividende. Ce qu'elle ne va pas faire, c'est qu'elle leur rende un vrai service sur leur territoire, là où ils en ont besoin. Ça, c'est une chose. Donc, les gens sont attachés, ces sociétaires-là sont attachés à la pérennité de l'entreprise. Ils vont la défendre. Ils vont faire des choix qui sont peut-être moins dangereux, moins hasardeux pour l'entreprise. Ils vont aussi, comme ils vont pas en tirer non plus de... Tu penses que le fait, les entreprises qui périclitent aujourd'hui sur le modèle capitalistique, c'est des entreprises qui ont pris trop de risques? Moi, j'aurais eu tendance justement à me dire que c'était des entreprises qui osaient pas bouger. Là, tu as dans le cas d'Éléphant. Éléphant, c'est une boîte où, à partir du moment où les salariés ont pris la main sur les objectifs stratégiques, bah, ils sont allés vers plus de qualité, moins d'entrants chimiques. Enfin, c'est des vraies transformations. Mais c'est pas des prises de risque. Tu penses que c'est pas des prises de risque? C'est pas une prise de risque. Aller vers un sens rationnel de produire des produits de meilleure qualité. Ouais, mais parfois c'est plus cher, ça te permet moins de, ça te permet moins de rentrer dans des coûts immédiats. T'es obligé de vendre mieux ou vendre plus ou plus cher. Enfin, c'est pas. C'est un vrai pari sur le long terme, effectivement. Ouais. Ça, c'est sûr que c'est une prise de risque quand on pense rentabilité court terme, mais c'est pas une prise de risque quand on pense pérennité de l'entreprise. Okay. Parce que c'est aller dans le sens de l'histoire, même si ça n'a pas vraiment de sens que le sens de l'histoire, mais c'est aller vers une plus forte rationalité par rapport à la chaîne d'approvisionnement, etc. En fait, c'est de la logique économique assez basique, mais qui ne marche pas sur du très court terme, mais qui a tout son sens dès lors qu'on est sur du moyen terme. Ouais. Donc, je ne sais pas si c'est les entreprises qui vont se casser la figure en moins de 5 ans, c'est parce qu'elles vont aller... elles vont prendre trop de risques. Il y a là certainement aussi l'idée de sauver ses billes tant qu'on peut. Ouais. Il y a la question de quand on est dans une entreprise coopérative, on ne va pas tirer de plus-value, de plus-value de cession des parts sociales. Ouais. C'est-à-dire que vous vendez vos parts de la coopérative, vous les achetez, vous les revendez au prix d'achat, voire moins si l'entreprise a commencé à faire du déficit. Ce qui est valable aussi dans une société non coopérative, mais dans une société non coopérative, potentiellement, si vous trouvez un gogo qui vous les rachète 2 fois le prix, c'est OK. D'accord. Donc, les actionnaires, qui sont parfois friands de mobilité du capital, vont pouvoir dire, l'entreprise va très bien. Par contre, moi, je pense que j'en tirerai pas le max en vente de parts sociales si j'attends 3, 4, 5 ans de plus. Donc, je me retire maintenant et je trouve quelqu'un à vendre. Dans ces cas-là, au bout d'un moment, alors que l'entreprise va bien, on la met en danger parce que soudainement les actionnaires vont partir et c'est un mauvais signal, donc il n'y a pas forcément de repreneur, donc ça va faire péricliter des structures. Je comprends. Donc ça veut dire les ambitions plus court-termistes, même dans le cas d'une entreprise qui produit bien, qui est bien sur son marché, qui n'a pas d'accident de parcours, peuvent du coup nuire juste à la viabilité de l'entreprise à cause de ça. Et, et donc ça, la vision long terme, c'est une vision qui fait que la pérennité de l'entreprise coopérative est supérieure. Je pense que c'est le facteur principal de la pérennité des entreprises coopératives. Est-ce que la productivité peut être augmentée aussi à partir du moment où tu as tes billes perso dans l'actif de production? Tu peux te dire en fait que t'es plus à même t'as plus peut-être envie de faire en sorte que cette entreprise fonctionne. Peut-être que c'est des entreprises qui regagnent en productivité quand elles sont cédées du coup aux salariés. Ça peut complètement être un facteur de motivation, d'implication collectif.
il faut faire attention à l'auto-exploitation dans ces cas-là, parce que si on est travailleur et qu'on se dit bon bah il faut effectivement que je fasse carburer la boîte pour qu'elle tienne bon, bon ça peut arriver, mais dans toute forme d'entreprise, des micro-entreprises, des associations, ça c'est quelque chose d'assez classique. Mais dans l'absolu, oui, la question de la productivité n'est pas n'est pas décorrélée du statut coopératif. La question c'est plus à quel prix et quelle productivité. Et par ailleurs, il y a même une productivité assez simple, c'est qu'on fait moins sortir d'argent en rémunération du capital. Donc on investit, on met plus de part dans le bénéfice, du bénéfice dans les réserves et donc dans l'investissement de la structure. Donc potentiellement, on peut aussi aller chercher des innovations, des actifs, des nouveaux outils qui permettent à l'entreprise de produire plus et mieux si c'est le but. Et voilà. Et ensuite, ça permet aussi de poser d'autres questions. Produire plus, d'accord, mais pour quelles raisons ? Avec quelles limites ? On est dans un monde fini. Est-ce que je dois produire plus ? Quels qu'en soient les coûts environnementaux, les coûts sociaux ? Donc ça permet d'ouvrir plein de questions qui sont parfois éclipsées par le seul impératif de rentabilité du capital. Dans le cadre des coopératives agricoles, on met en commun des machines-outils, on met en commun du temps. Parfois, en fait, on se prête aussi, on se dit, bah tiens, là, la semaine prochaine, j'ai besoin d'avoir 2 gars qui viennent parce que je suis en retard sur tel champ ou en retard sur tel autre. Et du coup, en fait, ça permet aussi de mettre de la ressource humaine dans le lot. On me traite, moi, de collectiviste, de communiste, quand je parle de mettre en commun de la ressource, de l'actif, alors que ce soit des voitures à titre individuel, que ce soit des outils de production à titre industriel. Comment est-ce qu'on fait, du coup, pour que... Et je pense que, en fait, je pense que c'est une peur qui est un peu légitime dans la tête de personnes. Alors évidemment, c'est plutôt des personnes plus âgées qui ont cette peur-là, mais qui ont encore l'URSS soviétique en tête, en se disant collectivisme, communisme. J'aimerais bien qu'on essaye de comprendre un peu comment est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens aient moins peur de cette économie de la fonctionnalité, où tout le monde n'a pas besoin d'avoir son propre outil de production pour pouvoir faire son truc dans son coin, mais où en fait... le partage de certains, je ne suis pas contre la propriété individuelle, mais le partage de certains outils peut être beaucoup plus bénéfique à tous, quoi. Mais, vraiment, la coopérative, ça reste une entreprise, en fait. Et il faut rassurer ceux qui sont anxieux de la mise en commun de tout et de la dépossession de tout ce qu'ils ont. L'argument qu'on m'a dit la semaine dernière, c'est vrai, mais parce que vous commencez par les voitures, vous commencez par ces machines-là, puis après, derrière, en fait, on n'aura plus le droit d'avoir un appart 4 pièces parce qu'en fait, on a une famille qui pourrait vivre dans 2, et donc on va nous interdire de prendre des appartements avec 4 pièces ou des maisons avec un garage parce qu'on n'aura pas le droit d'avoir de voiture. Et en fait, c'est vraiment juste une sorte d'imaginaire de la suite et des dérives, quoi. Mais après, on parle de choses très différentes dans ces cas-là. La coopérative, elle interdit rien à personne. Elle permet des choses. Elle permet de mutualiser. Elle permet de répartir les coûts. Elle permet de diminuer le besoin de place, le besoin d'achat, le besoin de plein de choses. Elle permet d'une efficacité économique des entreprises et des ménages. Et pardon, mais ça, c'est intéressant pour tout le monde, que ce soit pour l'environnement et pour nos bourses respectives. Et donc, effectivement, il y a des fantasmes, il y a des peurs, mais la coopérative, c'est un outil économique dont les parts sociales sont détenues en propriété privée par les personnes qui les ont acquises. Ça, là-dessus, ça ne change pas beaucoup d'une entreprise de capitaux. Ouais. Mais derrière ça, oui, il y a eu un imaginaire anti-collectiviste de la peur de tout ce qui est collectif et c'est triste, c'est dommage. C'est un peu lié à ce que tu disais avec le self-made, Bernard Tapie tout à l'heure. Il y a une croyance que être seul, ça permet de décider plus vite et mieux. Dans les deux cas, c'est faux. De la bureaucratie d'entreprise du CAC 40, ça, il y en a à plus savoir qu'en faire. Hein, ça ne change rien du tout. Et puis la décision mieux, ça c'est certain que être un petit nombre à décider avec le seul objectif de gagner plus d'argent, ça n'aide pas à construire des stratégies ni économiques ni sociales plus pérennes dans le temps. Donc ça, pour moi, c'est bon. Il faut dépasser un peu ces anxiétés, c'est sûr. Là, après, pour répondre à des gens qui se diraient mettre en commun des choses, c'est rentrer dans un système
soviétique. Enfin, les coopératives, elles n'ont pas connu leurs heures de gloire en URSS. Elles ont connu leurs heures de gloire dans l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, avec différentes colorations. Et aujourd'hui, dans le monde entier, aux États-Unis. Les États-Unis ont été un pays de très fort développement coopératif. Ce qui peut paraître surprenant. Tout à fait, mais il y avait l'électrification dans certains États américains ruraux, c'est faite grâce à des coopératives agricoles. Le Canada, c'est un pays ultra coopératif. Et le Québec est vraiment un lieu d'expérimentation coopérative hyper intéressante. En Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, vous avez des coopératives partout. C'est pas un projet soviétique, c'est pas un projet liberticide. Au contraire, ça ouvre la liberté à des gens qui ont un peu moins de moyens, peut-être, ou envie de consommer un peu moins ou autrement, de se réapproprier des outils économiques. La coopérative, c'est un outil de liberté et de démocratie, mais dans le champ économique, et ça permet à des gens de participer à la décision, au contraire, ça étend le champ de ce qu'on peut contrôler, quoi. C'est pas du champ de l'État, ce qui n'est pas une critique, hein. Enfin, moi, je suis content qu'on ait des services publics, et il faut penser l'articulation entre services publics, secteur marchand et secteur associatif non marchand. Mais c'est du champ de l'économie privée marchande, avec des parts sociales détenues par des personnes morales ou des personnes physiques, qui s'organisent pour mieux gérer en fait des besoins. Donc bon, il y a des gens qui peuvent avoir peur de ça, mais c'est vraiment du pur fantasme quelque part. Et tu parlais du coup de la rapidité de décision entre une coopérative et une entreprise capitalistique. Est-ce que tu penses que du coup, effectivement, cette démocratie en société, elle est vraiment plus rapide, plus efficace ? Qui, du coup, tu en disais, ça dépend des questions qui sont posées en assemblée générale. La qualité en fait de la décision coopérative dépend de ça. Qui propose ces questions ? Qui met sur le tapis les sujets, parce que c'est facile en fait de rester dans une zone de confort et mettre des questions qui sont pas des questions clés ou qui vont pas tout chambouler. Mais du coup, qui décide de quelles questions on va poser aux sociétaires ? Ouais, tout à fait. Il faut distinguer efficacité et rapidité de décision. C'est pas la même chose déjà. Une décision efficace, c'est une bonne décision pour l'entreprise qui va lui permettre qui va être prise effectivement avec les bons en prenant en compte les bons éléments et qui va permettre de remplir des objectifs. Une décision rapide, ça peut être d'aller tout droit dans le mur. Et c'est malheureusement souvent plutôt le cas quand on veut décider vite, on décide parfois mal. Ouais. Quand on décide seul, on décide parfois mal aussi. Donc il faut décorréler les deux d'une part. Et puis la gouvernance démocratique, elle est ni plus rapide ni moins rapide. Elle implique juste plus d'acteurs. Elle demande des mécanismes différents. Elle n'implique pas les mêmes acteurs, mais elle n'a pas besoin nécessairement de beaucoup de moyens supplémentaires. Déjà, elle ne coûte pas en dividendes. C'est énorme. mais par ailleurs, si on va consulter une base plus large de personnes à qui on fournit les éléments, on enrichit ces personnes aussi de la compréhension du fonctionnement d'un marché, d'un secteur, la compréhension du fonctionnement de l'entreprise en tant que telle. C'est des personnes qui vont être plus en mesure, avec leur propre point de vue, de comprendre celui des autres et de comprendre les différents mécanismes de l'entreprise, et qui, si on fait les efforts suffisants pour former et accompagner l'information qui est distribuée, on a des décideurs de très bonne qualité. Il faut le faire, il faut le vouloir, il faut l'investir, et c'est effectivement une mise de départ à mettre à différents moments, enfin pas que départ d'ailleurs, mais un investissement à faire, mais qui est incommensurable par rapport à celui des dépenses en dividendes qu'on peut trouver. Ça c'est ce que j'affirme, mais il faudrait effectivement l'objectiver par des chercheurs, et j'appelle les chercheurs à se pencher là-dessus, ce serait très précieux. Qui pose les questions ? Ça reste le conseil d'administration. Donc il faut voir qu'il y a 3 niveaux de gouvernance différentes dans une entreprise. Il y a le niveau de la gouvernance politique, la gouvernance stratégique et la gouvernance opérationnelle. La gouvernance opérationnelle, c'est le travail. Okay, c'est comment sont gérées les opérations. C'est l'équivalent de l'exécutif dans un gouvernement, quoi. Exactement. Alors même de l'administration, de l'administration centrale. Donc
le travail dans l'entreprise, il n'est pas différent structurellement dans une coopérative que dans une autre entreprise. Chaque entreprise a sa culture du travail et une coopérative, parce qu'elle a un sens différent, va peut-être avoir une culture différente et pas les mêmes mécanismes de prise de décision en interne. Mais ça, c'est propre à chaque coopérative. Je ne sais plus quelle entreprise de motorisation anglaise, qui n'est pas du tout une coopérative, avait des processus de décision où il fallait 5 signatures pour acheter un stylo. Et c'était des exemples contre-productifs de la bureaucratie des grandes entreprises qui n'a rien à voir avec leur statut. Il y a la gouvernance stratégique. Ça, c'est le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ou le directoire selon les formes d'entreprise. Mais dans le conseil d'administration, pour simplifier, c'est là qu'il y a les administrateurs qui sont issus de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, c'est le niveau de gouvernance politique. Donc l'Assemblée générale, c'est là que sont les sociétaires. Dans une coopérative, les sociétaires, ils élisent parmi eux des administrateurs. Dans d'autres formes d'entreprise, ils peuvent venir d'ailleurs, mais dans la coopérative, ils viennent forcément de l'Assemblée générale. Et c'est le conseil d'administration qui va préparer les assemblées générales, qui va proposer les questions et qui va mettre en place un certain nombre de mécanismes pour consulter tout au long de l'année les sociétaires, poser des questions, avoir des élus qui vont s'impliquer à différents niveaux. Moi, j'ai travaillé à Biocop sur la gouvernance, les métiers de la gouvernance. On impliquait les sociétaires qui étaient des gérants de magasins, des paysans issus de groupements de paysans, des salariés et des consommateurs. On les impliquait à différents moments de l'année. Il y avait des élus, en plus des administrateurs, qui participaient à différents types de commissions, etc. Ça, c'est la vie normale en fait, d'une entreprise, avec différents types de personnes qu'on implique à différents endroits, et chacune a son timing. C'est-à-dire que la gouvernance politique, elle va se réunir 1 fois par an, 2 fois, 3 fois par an, peut-être, ça dépend des formes. On peut aller au-delà d'une assemblée générale annuelle. Mais cette question-là, elle va permettre de poser des jalons pour les 3, 4, 5 ans à venir, voire les 10 ans à venir. Le CA, il va se réunir 5, 10, 12 fois par an et il va poser des jalons pour les années suivantes, les semestres, etc. La gouvernance opérationnelle, elle va se faire pour le quotidien, les mois à venir, etc., etc. Donc, la gouvernance politique, elle ne prend pas plus de temps, elle demande un peu plus la gouvernance démocratique à l'échelle à l'échelon politique de l'entreprise, elle demande juste de mieux construire les décisions qu'on prend pour s'orienter. C'est pas plus long, c'est certainement plus efficace parce que on consulte plus de personnes avec un autre enjeu que celui de maximiser le profit. On vient aborder une complexité plus grande, mais qui du coup est plus en prise avec la réalité. Et c'est, à mon avis, aussi une source d'efficacité de la décision et de pertinence de la décision. Est-ce que n'importe quelle entreprise pourrait être transformée en coopérative ? N'importe quelle entreprise. Tous les secteurs. Vous trouvez des coopératives dans tous les secteurs. J'aime bien citer cet exemple d'une coopérative de consommateurs dans un sous-marin nucléaire. J'avais vu l'illustration formidable Cité de la Mer à Cherbourg, je recommande de visiter, qui n'est pas une coopérative à ma connaissance. Mais vous pouvez trouver une coopérative dans un sous-marin nucléaire, vous pouvez trouver une... C'est quoi du coup, c'est les militaires qui s'approvisionnent c'est leur alimentation, c'est ça c'est pas leur alimentation, mais c'était leurs achats pour quand ils arrivaient à terre, des outils du confort du quotidien, au-delà de l'alimentation qui était fournie effectivement par l'armée, évidemment. Mais des petits plus, les jouets quand ils descendaient à terre pour offrir à leurs enfants, à leur famille, des choses comme ça. Voilà, plein de choses comme ça, des rasoirs. Bref, j'ai plus tous les exemples en tête, mais n'importe quelle forme d'entreprise peut être transformée en coopérative. Une association peut également devenir une coopérative si elle développe une activité marchande. Vous avez une SA, une SAS, une SARL, peu importe la forme juridique, vous pouvez la transformer en coopérative. L'inverse, c'est pas vrai. Vous pouvez pas transformer n'importe quelle coopérative, une coopérative en n'importe quelle forme juridique. C'est possible, mais ça demande des décisions supplémentaires. Parce que ce sont des garde-fous pour éviter du coup une prise de pouvoir. Il n'y a pas d'OPA hostile sur des coopératives, par exemple. C'est pas possible. Il y a des règles qui font et des mécanismes qui font que c'est pas possible. Mais vous avez aujourd'hui une entreprise de
maçonnerie, une entreprise un cabinet Production de podcast, d'architecture. ce serait qui mes sociétaires? Et ben ça, c'est une bonne question. Ça. Est-ce que ce sont les auditeurs qui deviennent les sociétaires et qui prennent des parts sociales? C'est une bonne question, ça. Ceux qui écoutent The Big Shift, là, est-ce que vous avez envie de prendre des parts? Ça pourrait être hyper intéressant, ça. Ça pourrait être ça m'aiderait aussi, à aller chercher des sponsors. Absolument, ouais. Et puis développer les podcasts. Mais du coup, les auditeurs participeraient aux décisions d'orientation sur le long terme, pas sur le quotidien. Ça serait pas eux qui décideraient comment tu vas enregistrer l'épisode, etc. Mais par contre, ils participeraient aux grandes orientations du podcast, en tout cas de l'entreprise. Il y a des journaux qui sont sous le format coopératif, des médias. Je pense à Blast, qui nous a rejoint notamment cette année au sein des Licornes. Je pense à il y a Cop Media, du coup, qui s'est lancé récemment, c'est ça? Cop Media, exactement. Qui est une coopérative de différents médias qui sont lancés, Exactement. donc avec Vers le Média, Blast, il y a Reporter. Basta, Le Vent se lève. Je ne veux pas dire de bêtises, je ne veux pas en citer qui ne serait pas dedans, donc... Et donc là, c'est un bon exemple de coopérative de personnes morales, du coup. Tout à fait. Et ce que je voulais dire sur les médias, c'est que, par ailleurs, on peut être un média coopératif. Ça reste les journalistes qui décident de la ligne éditoriale, en tout cas du contenu de leur production. Et ça n'empêche pas les auditeurs ou les lecteurs de ces médias d'être détenteurs des parts sociales, donc de défendre aussi les médias contre des rachats de milliardaires. Ce qui est une entrave, il faut le rappeler, à la démocratie, en fait, l'appropriation de l'information, qui est une des strates de la démocratie, par quelques oligarques. Ce n'est pas un modèle démocratique, c'est un modèle de mise en danger de la démocratie. Donc, on peut vraiment piloter toute forme d'activité économique avec une coopérative. C'est hyper inspirant. J'ai très envie de racheter du matériel pour la production du podcast, et peut-être qu'avec plusieurs sociétaires, ce sera plus simple que tout seul. Et ça pourrait être avec d'autres producteurs de podcasts que vous achetez du matériel en commun, que vous mettez en commun, selon la pertinence. Pas des micros parce que tu vas en avoir besoin tous les jours, mais d'autres types de matériel. Tout se résonne. Un local. Un local, absolument. Voilà. Absolument. Hyper intéressant. Écoute, j'ai vraiment l'impression que c'est possible. Tu vois, je commençais cet épisode, quand on a évoqué l'idée de faire cet épisode ensemble, je me disais que c'était quand même un modèle marginal, parce que j'avais en tête les licornes, mais j'avais moins en tête, avant de faire cet épisode, toute notre société qui est quand même régie en partie par des coopératives, au-delà du modèle capitalistique. Tout pourrait être coopératif. 100%. Comment est-ce qu'on pourrait faire, du coup, pour que des personnes qui aujourd'hui détiennent le capital et sont, si tu veux, les gagnants de ce système-là puissent se dire cet autre système à côté m'intéresse quand même. Le problème, c'est qu'on voit que c'est des gens qui sont accrochés, verrouillés un peu à ce modèle-là. On voit avec la micro-taxe Zuckman qui fait paniquer des gens qui gagnent, je crois que c'est en moyenne 10% d'augmentation de leur patrimoine par an sur les 10 dernières années, et 2% de taxes supplémentaires leur fait faire des levées de boucliers assez importantes. Il y a des économistes comme Timothée Paring, Ken Landelat, qui suggèrent des mécanismes réglementaires, en fait, pour faire évoluer les prises de capital, enfin les parts de capital dans les entreprises dédiées à d'autres acteurs que des actionnaires. Mais évidemment, il faudrait que Bernard Arnault... Tu veux dire un quota de participation obligatoire d'autres acteurs dans la prise de participation? Je crois qu'il y a des exemples suédois, des exemples... Bon, il y a la cogestion allemande, mais qui n'est pas un modèle de copropriété, c'est un modèle de poids paritaire dans les organisations. C'est pas encore la même chose. Il y avait un modèle suédois dans les années 70-80, je crois, qui visait la montée, l'augmentation le basculement, en fait, du capital des entreprises vers les salariés, sans dépossession des actionnaires, mais avec une bascule des bénéfices qui permettaient d'enrichir un fonds d'actionnariat salarié. Ça a été bloqué politiquement. C'est des enjeux politiques, en fait. Il faut qu'il y ait des politiques volontaristes. On pourrait dire aussi que en tant que salarié, on a une partie de bénéfices en participation. Ça serait hyper intéressant. Moi, ça m'a toujours triste. Ça m'a rendu triste de voir que
les participations dont je bénéficiais en tant que salarié dans d'autres structures, elles étaient quasi nécessairement placées dans des comptes en actions. Donc, c'est-à-dire que je récupérais une partie du bénéfice de mon entreprise qui était placée dans une banque, y compris une coopérative bancaire, mais les formes de fonds qui étaient proposées, y compris dans les formats d'investissement durable, les 90-10, 90% c'était pour des entreprises capitalistes cotées en bourse. Voilà, on pourrait se dire qu'il y a un enjeu à ce que cet argent, cette participation salariale, elle vienne abonder des fonds de prise de part sociale dans des coopératives. Mais du coup, ça veut dire que globalement, hyper intéressant, ça c'est des solutions qui sont liées en gros à l'entreprise, mais qui sont pas liées à la personne qui détient le capital. Toi, ce que tu dis, c'est en gros, il faut faire 100 ces personnes-là. C'est pas des gens qui vont renoncer. On peut se regarder avec des belles aspirations. Moi, je suis d'accord pour aller discuter avec Bernard Arnault et lui demander s'il veut pas prendre des parts sociales dans des entreprises coopératives, sachant qu'il aura le même poids de vote. Ouais, c'est ça. Que moi qui aurais pris une seule part sociale quand il aura pris 10 000 ou 100 000. S'il est OK pour jouer ce jeu-là, pourquoi pas? Bon, évidemment, il y a derrière des mécanismes de déstabilisation du capital quand l'un se retire, etc. Mais là, on est dans du détail. Mais je suis d'accord pour aller discuter avec les gens du CAC 40 et leur dire mettez plutôt votre argent dans des coopératives. Sauf que c'est pas, sans présumer que ce soit des personnes cyniques, et ils ont construit leur modèle économique, leur modèle de pensée, leur patrimoine autour de la prise de part sociale, d'actions dans des entreprises qui vont leur rapporter et du patrimoine et de la confiance des banques et des dividendes. Et je suis pas sûr qu'ils soient prêts ni à lâcher cette rémunération, ni la plutocratie. La plutocratie, c'est le pouvoir de l'argent, le pouvoir que leur donne leur argent. C'est à opposer directement à la démocratie. C'est pas le pouvoir de la force, mais c'est le pouvoir de l'argent. Donc, je suis pas sûr que ces gens-là soient capables structurellement dans leur parcours de vie de renoncer à ça. Donc, faisons le pari que on va développer des coopératives parce que les gens autour du podcast ont envie de monter leur propre entreprise, seuls ou à plusieurs, en coopérative, ont envie de transformer ou reprendre une entreprise en coopérative, qu'ils ont envie de consommer dans des coopératives, de changer leur mode de consommation. C'est microscopique. Je suis pas un fan de la consommation. On n'a pas le portefeuille de Manu Chao, on n'a pas le portefeuille de Bernard Arnault, encore moins. Donc, on n'a pas le même poids de vote quand on vote avec nos portefeuilles. Néanmoins, on peut consolider et développer des structures coopératives en choisissant ce modèle d'entreprise comme lieu de consommation. On peut choisir ces lieux comme lieu de travail. On fournit quand même de la sueur et de l'énergie dans notre travail, plus que dans notre vie éveillée pour la partie active de notre vie. Et puis, on peut dire qu'on va monter des coopératives. Et il y a une autre étape, parce que ça, c'est l'action individuelle des auditeurs et des auditrices, mais il y a aussi une autre étape, c'est comment est-ce que le cadre politique, le cadre réglementaire, va encourager, faciliter le développement des coopératives. Parce qu'il faut avoir bien une chose en tête, c'est que tous les secteurs économiques, toutes les grandes entreprises, elles se développent entre autres, par des mécanismes de soutien public. Ouais. Et aujourd'hui, on a 211 milliards d'euros par an qui sont affectés en aide aux entreprises sous différentes formes. Ça, c'est une commission sénatoriale qui a posé ça là, en juin dernier. C'est globalement ce que dit la chercheuse, l'économiste Anne-Laure Delatte également dans son livre « L'État droit dans le mur ». Et ces milliards d'euros, aujourd'hui, ils sont très peu au bénéfice des coopératives. La Cour des comptes, en septembre, a établi que l'économie sociale et solidaire, qui ne compte pas que les coopératives, qui fournit 14% des emplois privés en France, bénéficie seulement de 7% des aides aux entreprises. Donc quand on parle d'économie assistée, il faut bien avoir en tête que ce n'est pas les associations, ce n'est pas les coopératives, ce n'est pas les mutuelles, c'est les entreprises de capitaux en premier lieu. Et si on voulait avoir un développement des coopératives, il ne faudrait pas que ce soit
des aides au niveau de 14%. Il faudrait que ce soit à 15, à 20, à 30%. On a eu pendant une dizaine d'années, on a depuis une quinzaine d'années, une politique publique de soutien au développement des startups. Je ne sais pas si elle est très efficace, mais en tout cas très volontariste, avec la mission French Tech, des dispositifs de subventions, des taux zéro, des prêts à taux zéro. Des prêts à taux zéro, plein de choses. C'est hyper intéressant pour les startups. De notre point de vue, du point de vue des licornes, il est urgent qu'on ait aussi une politique publique volontariste de développement du secteur coopératif. Très volontariste. Et qui doit se traduire non pas en quelques millions d'euros, mais en milliards. Pas de dons, on ne parle pas de dons, on parle de ce qui va permettre d'aide au développement économique. Et ça, je veux dire que je parle pas là de quelque chose qui est irréaliste. Nos voisins anglais qui ont souvent été, et britanniques, qui ont souvent été des exemples inspirants pour la sphère économique ou la sphère politique, à certains égards. Aujourd'hui, le gouvernement britannique a un projet de doublement du secteur coopératif et mutualiste, de la taille du chiffre d'affaires de ce secteur-là. On est en capacité de penser ça aussi. On est en capacité en France de dire on est un pays très avancé en matière de tissu coopératif. Pensons ça aussi. Ayons une ambition de développement des coopératives, ayons des règles qui vont faciliter la reprise en coopérative, le développement, l'accès à l'endettement pour les coopératives. Encore une fois, je ne parle pas de dons, je parle de faciliter le fait que la Banque publique d'investissement, la Caisse des dépôts et consignations, qui sont deux banques publiques, viennent soutenir les coopératives de façon volontariste, comme elles le font aujourd'hui pour les startups. J'aimerais dire plus, disons déjà comme. Peut-être avec des critères particuliers, d'engagement sur la transition, de respect de certaines règles, etc. Déjà, j'y suis favorable, mais déjà, l'engagement de respect de la démocratie dans les assemblées générales, ça serait un superbe progrès pour l'économie française, me semble-t-il. Écoute, merci, c'est très beau de conclusion. Ça fait 1 heure qu'on discute de coopérative. Si vous êtes encore avec nous, vous faites vraiment partie de nos auditeurs préférés. Et j'aurais dû vous le dire dès le début de l'épisode, mais je vous le dis maintenant. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, laissez des commentaires, des étoiles. Dites-nous sur les réseaux sociaux ce que vous avez pensé de cet épisode. C'est trop cool, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, à nous mentionner dans des posts LinkedIn, des posts sur Instagram. Donc c'est vraiment trop cool, continuez à faire ça. Si le sujet des coopératives vous intéresse, je vous recommande le site des licornes. Donc c'est LICOORNES, licorne, pour comprendre comment fonctionnent les coopératives de l'ESS, donc les fameuses 16 qui sont engagées dans les licornes. Et puis je pense que toi tu dois être, Chahine, contactable sur LinkedIn peut-être. Absolument. Super, vous pouvez contacter Chahine sur LinkedIn pour en savoir plus. Et puis je suis certain que vous pourrez faire de nombreuses choses ensemble. Merci beaucoup d'avoir été avec nous jusqu'ici et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut. Salut. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.